Dans moins de 10 jours, Donald Trump sera investi président des États-Unis et il prêtera serment, comme habituellement, sur les marches du Capitole dans le centre de Washington, D.C., une cérémonie pour laquelle certains vont débourser $1 million. C'est le cas de Sam Altman, PDG d'OpenAI, mais aussi d'autres entreprises comme Microsoft, Google, Amazon, Meta ou Apple. Vous me voyez venir. Si la démarche n'est pas nouvelle, le symbole, cette fois-ci, est bien particulier car les patrons de la tech américaine sont ceux qui sont à la tête de ces grandes entreprises de la Silicon Valley semblent avoir opéré un virage pro-Trump totalement assumé. Mais est-ce par conviction idéologique, par stratégie ou opportunisme entrepreneurial, par cupidité ou pour la défense de la liberté d'expression, comme ils le disent? On va envisager ces pistes et se demander aussi quel rôle vont jouer ces patrons dans ce second mandat de Trump, quelles seront les conséquences pour les Européens et comment les Européens doivent-ils réagir. Pour engager cette discussion, j'accueille dans le studio des matins du samedi Ophélie Coelho. Bonjour. Vous êtes chercheuse indépendante, spécialiste en géopolitique du numérique et autrice donc de Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant aux éditions de l'Atelier. À vos côtés, face à vous plutôt, Olivier Alexandre, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS, directeur du laboratoire Internet et Société, auteur de La Tech, quand la Silicon Valley refait le monde, paru aux éditions du Seuil. Je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur le cas Zuckerberg, comme je l'ai appelé. Les revirements se sont multipliés ces derniers mois en faveur de Trump, donc dans ce petit milieu des patrons de la tech américaine. Le dernier en date, c'est donc celui de Mark Zuckerberg, le patron de Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. Il annonce tout simplement la fin de la vérification des informations sur Meta aux États-Unis. C'était ce programme de fact-checking qui vérifiait ce qui était diffusé et publié sur ces réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle véritablement d'un revirement, Ophélie Coelho? Est-ce que véritablement il prend une position politique avec cette décision-là? Une position politique, je dirais, c'est un opportunisme politique, puisque évidemment, c'est aussi un petit peu pour faire allégeance, bien sûr, à Trump et derrière aussi à Musk, de manière détournée. Il le fait dans un intérêt pour son entreprise, par pur opportunisme. Après, je pense que ça l'intéresse aussi dans un cadre plus historique de régulation, de lutte contre la régulation, justement, sachant que ça fait quand même un certain nombre d'années que les plateformes de médias sociaux où il y a des tentatives d'encadrement, justement, et de la modération, avec pas mal de réglementations, que ce soit en Europe, que ce soit dans d'autres pays, comme l'Inde, que ce soit, il y a aussi le Koweït qui avait vraiment une loi orientant justement la modération en principe avec leurs principes éthiques et règles et valeurs. Donc il y a plein de situations en fait dans plein de pays du monde dans lesquelles les plateformes se sont retrouvées face à leurs responsabilités. Donc je pense que c'est aussi une manière de se déresponsabiliser. Voilà, de répondre à la régulation et d'une certaine manière, en tout cas pour la presse par exemple, je pense que c'est une mauvaise nouvelle parce que ça va atténuer son rôle. On va essayer d'expliquer justement comment cela fonctionnait. Olivier Alexandre, il prend cette décision, il diffuse une vidéo qui dure 5 minutes où il explique qu'il faut retourner aux racines des réseaux sociaux, c'est-à-dire clairement qu'il ne faut plus en fait réguler, modérer parce que c'est de la censure. Pour résumer, que les fact-checkers, ceux qui vérifient, c'était notamment des journalistes, d'où le lien avec ce que vous disiez, Ophélie Coelho, qui sont tous trop politisés, comprenez, ils s'opposent à nos idées, en fait. Oui, effectivement. Alors, bon, comme toujours avec les messages, il y a ce qu'il dit, et puis il y a la manière dont il dit, et puis il y a la manière dont il est habillé. Pourquoi ça a son importance? Parce qu'il y a plein de messages qui passent à travers ça. Alors dites-nous. Mark Zuckerberg, c'est vraiment une figure assez singulière dans la Silicon Valley. C'est un des très très rares entrepreneurs fondateurs des big tech qui est toujours à son poste. C'est quelqu'un qui se nourrit d'histoire, ce qui est assez rare dans la tech, c'est-à-dire qu'il connaît ses classiques, les Grecs, les Latins, les Stoïciens. Il connaît aussi très bien la culture chinoise par sa femme. Il a appris le mandarin qu'il parle très bien. Et donc, il a certaines valeurs qu'il a développées, politiques, mais je dirais même morales, qui sont celles de la patience et la tactique. Et de ce point de vue-là, dans cette vidéo qui a l'air, a priori assez plate dans son discours, en fait, c'est beaucoup de politique, c'est beaucoup de tactique. Et ce qui est intéressant, je crois, ce qui est remarquable, c'est que, il y a à la fois des effets de rupture,
dans le contenu de ce qui se présente, aussi dans son esthétique, parce que c'est plus le Mark Zuckerberg qu'on connaissait, avec sa coupe à la Auguste, de l'empereur Auguste, avec ses t-shirts monochromes là. En fait, c'est quoi? Il s'assagit dans sa façon. Non, au contraire. Non, on le voit avec un style beaucoup plus quasiment gangsta, quoi. C'est-à-dire la chaîne visible, le bronzage, les muscles saillants, parce qu'il s'est mis au MMA assez efficacement, et ceinture bleue de jiu-jitsu, donc il ne faut pas plaisanter avec lui. Mais d'une certaine manière... Donc, attendez, sur ce point-là, ça veut dire qu'il se met aussi dans un rapport presque viriliste avec Elon Musk et Donald Trump. Ouais, il suit totalement la tendance, clairement. Alors franchement, de ce point de vue-là, c'est pas surprenant parce que c'est quelqu'un qui quand même suit généralement là où le vent le porte, souvent pour favoriser son entreprise, tout simplement pour se positionner. Donc ça reste vraiment des positionnements stratégiques de sa part. Positionnement stratégique pour faire grossir Meta, Olivier Alexandre. C'est le seul objectif. Faire grossir Meta, je crois que Mark Zuckerberg et Meta est dans une position extrêmement compliqué en vérité. Il ne faut pas oublier qu'après 2021, au moment où Meta suspend le compte de Donald Trump fulmine contre Mark Zuckerberg et Facebook à l'époque, a dit à plusieurs reprises que Mark Zuckerberg était un ennemi du peuple américain et qu'il voulait le voir en prison. Par ailleurs, le pire ennemi dans la Silicon Valley de Mark Zuckerberg, c'est Elon Musk. Et il ne vous a pas échappé qu'Elon Musk occupe aujourd'hui une position de pouvoir auprès de Donald Trump. Donc il se retrouve avec ces deux pires ennemis dans une position extrêmement préférentielle politiquement et dans un contexte quand même très délicat pour Meta, à la fois aux États-Unis, mais aussi dans le monde du fait des régulateurs. Et du coup, l'évolution de Mark Zuckerberg, elle se comprend encore une fois d'un point de vue tactique, et elle date pas d'hier. Il a re-rencontré Donald Trump à la fin novembre avec ses équipes. Il y a eu une série de signaux qui ont été envoyés de manière un peu diffuse. Il a changé la semaine dernière son directeur politique monde en faisant venir, en nommant Kaplan qui a été l'adjoint de George W. Bush et qui est proche des Républicains. Et puis, d'une certaine façon, il valide ce rapprochement avec cette nomination. Autre fait important, il a fait venir Dana White, qui est le patron de l'UFC, la ligue de l'Ultimate Fighting aux États-Unis, ami de 25 ans de Donald Trump. Il l'a fait rencontrer au conseil d'administration. Dana White ne connaît absolument rien au domaine des nouvelles technologies. Il fait donc tout, on l'a bien compris, pour plaire à la nouvelle administration. Ça, c'est clair. Et vous l'aviez dit, vous l'avez abordé. 2016, donc, c'est l'instauration de cette modération sur les plateformes de Meta. Si on revient simplement sur cette modération, elle s'arrête aux États-Unis. Comment ça fonctionnait, Ophélie Coelho? Qui modérait, et est-ce que véritablement il y a eu un filtre, du ménage dans ces publications depuis toutes ces années? Oui. Alors d'abord, il faut quand même parler de la réglementation américaine et notamment de la section 230, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est en fait une loi adoptée en 96 qui permet de déresponsabiliser les plateformes face au contenu qu'elles diffusent, tout en leur permettant en fait de les modérer. Donc ça les protège d'une certaine manière. Et en fait, il y a une remise en question progressive de cette section 230 avec un risque pour les plateformes actuellement qu'elles soient amendées. Voilà. Ces dernières années, en tout cas, on en parlait. Que ce soit Trump déjà en 2016, justement, où il s'était plaint, 2016-2017, où il y avait eu des plaintes. Il disait que c'était justement que les plateformes étaient trop politiquement situées. Donc il y avait ça. Biden aussi avait annoncé un abonnement de cette section. Donc bref, on est allé progressivement, en effet, vers un amendement de ces règles-là. Ensuite, en termes de fonctionnement, Facebook, par exemple, Meta, c'était le programme Third Party Fact-Checking Programme, avec ses points négatifs, dans le sens où les partenaires principaux, c'était des médias, mais des médias majoritaires, les médias leaders du marché, comme Le Monde, Libération en France, par exemple, et puis dans d'autres pays, c'est toujours les médias les plus importants qui participaient à ces programmes de fact-checking. Google a fait autrement, c'est qu'il a financé en fait des programmes pour développer des outils destinés aux journalistes, comme le Google News Initiative. Mais chacun en fait ont essayé de traiter les choses en fait pour pouvoir derrière créer de la modération avec la presse. Aujourd'hui, du coup, on constate à la fois une déresponsabilisation des plateformes, mais aussi un affaiblissement du coup du pouvoir possible
de la presse. Et c'est peut-être aussi le moment pour la presse traditionnelle de se remettre en question et de reprendre quelque part ses lettres de noblesse sur le domaine de l'investigation, c'est-à-dire valoriser de plus en plus le fait que la presse peut fournir du contenu justement vérifié, en tout cas sur lesquels il y a une confiance qui s'instaure sur l'investigation. Voilà. Il y a aussi la question du canal de diffusion, puisque changer le canal. Les médias effectivement sont présents sur ces plateformes et ces réseaux sociaux, et on viendra évidemment aussi à la question de est-ce qu'il faut se retirer par exemple de X, Olivier Alexandre, puisque le soutien le plus flagrant à Donald Trump, c'est évidemment celui d'Elon Musk, même si pendant toute la campagne, les patrons de la tech sont restés assez silencieux. Est-ce qu'il faut ou pas soutenir tel ou tel candidat ? En juillet dernier, c'était clair pour Elon Musk. Il a libéré encore plus l'oiseau après son rachat en 2022. Clairement, Elon Musk a fait la campagne de Donald Trump aux États-Unis grâce à son réseau social qu'il a acquis quelques années avant. Oui, absolument. Après, honnêtement, s'il y a un an, on s'était réunis ici pour essayer de faire des prévisions, jamais on n'aurait trouvé le scénario qui est en train de se dérouler à un moment où Donald Trump était plus proche de la case prison que de la case Maison-Blanche, et aussi à un moment où Elon Musk disait qu'il ne prendrait pas parti dans la campagne et ne donnerait pas un sou à aucun des deux camps. Bon, effectivement, il y a eu un revirement assez saisissant à partir de juin-juillet, qui a été progressif et qui ensuite est devenu, comme vous l'avez dit, très bruyant. À la fois du fait de la prise de position d'Elon Musk qui sont incessantes, c'était plus de 100 messages par jour, donc c'est assez fou. Et puis sonnante et trébuchante, parce qu'on estime qu'il a donné entre 120 et 200 millions, ce qui est énorme en termes de contribution. Il y a d'autres personnes dans la Silicon Valley qui ont donné, et d'ailleurs la majorité des gens qui ont donné côté démocrate et Kamala Harris, mais par contre pas avec ce niveau d'investissement. Ce qui est mis en avant par quasiment tous les patrons de la Silicon Valley aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. Il faut que la démocratie soit saine. Il faut une place publique numérique, dit Elon Musk, où on peut débattre, où chacun peut donner son opinion. Est-ce que donc la décision de Zuckerberg va dans ce sens aussi ? Comment on réfléchit quasiment plusieurs dizaines d'années après la création et d'Internet et de la Silicon Valley et de ces médias et réseaux sociaux, comment on réfléchit à cette question-là aujourd'hui, Ophélie Coelho ? La liberté d'expression, ça a toujours été en fait justement l'argument idéologique, mais marketing surtout, de ces plateformes-là. Aujourd'hui, franchement, ça n'a pas vraiment de sens, en l'occurrence, de mettre en avant la liberté d'expression dans ce sens-là, parce que c'est toujours pareil, la liberté s'arrête là où celle commence, là où commence celle des autres. Là, en l'occurrence, je pense que c'est une forme vraiment de détournement de la question principale, qui est qu'ils n'ont pas réussi en fait à trouver un bon moyen de modérer les contenus, ce qui est évidemment une question très complexe qu'il ne faut pas laisser justement à ces plateformes qui sont juste des entreprises. Donc à un moment donné, il faut aussi que la société se réveille et se dise que la transmission d'informations et la modération notamment est un sujet de société. C'est un socle en fait important pour la société, et donc il ne faut pas la laisser dans ces entreprises qui clairement n'ont pas trouvé la solution aujourd'hui. Olivier Alexandre. C'est vraiment cette question-là de la liberté et sa tension avec l'égalité, voire la sécurité. Elle est vraiment au cœur de toutes les démocraties, mais particulièrement de la démocratie américaine. Si vous lisez la Déclaration d'indépendance de 1776 écrite par Thomas Jefferson, c'est le premier amendement. La liberté de religion, la liberté d'expression. Et elle se retrouve dans toute une série d'événements, de tournants de l'histoire américaine, de dramatisation autour de cette question, et elle est particulièrement vivace aujourd'hui. Alors, l'ambiguïté fondamentale, et je le disais, c'est déjà le cas chez Jefferson, qui est d'ailleurs une figure tutélaire pour Elon Musk, c'est que normalement, la liberté est pour tout le monde, sauf que la représentation de la communauté politique, elle est très inégalitaire. C'est-à-dire que chez Jefferson, c'est des hommes blancs exploiteurs au sens propre du terme. Et d'une certaine façon, chez Elon Musk, c'est un peu la même conception de la communauté politique. Parce que toutes les personnes qui se retrouvent exclues, minorées, mais aussi racisées, qui n'ont pas le même accès à l'espace public, qui n'ont pas les mêmes armes d'une certaine façon pour exister, les mêmes signaux, se retrouvent déclassées et
tous les discours qui sont censés les protéger se trouvent aussi déclassés. Et ça, c'est une dimension symbolique, métaphorique, qui recoupe la question du wokisme, qui effectivement a été instrumentalisé, parfois avec beaucoup de conviction, parfois de manière beaucoup plus tactique, mais en tout cas qui s'est retrouvé au cœur du jeu politique de ces derniers mois aux États-Unis. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que dans l'image qu'on a de la Silicon Valley, on a plutôt l'image d'un milieu progressiste, d'un milieu proche plutôt des démocrates. Jusqu'à quand, en quelque sorte? Quel est ce point de bascule? Est-ce qu'il y a un moment donné, chez Elon Musk ou chez les autres, qui fait changer considérablement leur positionnement? Ouais. Olivier Alexandre. Il y en a un, c'est le Covid. La crise du Covid. C'est le Covid et tout ce qui s'en est suivi. Donc en fait, 2020, c'est le début du Covid. 2020, c'est aussi la défaite de Donald Trump contre Joe Biden. Et l'administration Biden s'est retrouvée à gérer le Covid. Ce qui n'a pas été une affaire facile, et ça a aussi déclenché tout un tas de réactions dans l'espace public, le complotisme, les anti-vax, et puis qui se sont greffés à d'autres causes, les climato-sceptiques notamment. Ça, c'est la fachosphère, on a l'habitude de la nommer ainsi. Mais du côté de la tech, ça s'est traduit aussi par une position d'autorité de l'administration Biden beaucoup plus franche à l'égard de la tech, qui ont dit stop. Faites attention à vos contenus. Par ailleurs, on va vous réglementer. Et là-dessus est arrivé ce qu'on appelle la révolution de l'intelligence artificielle. Et là aussi, il y a eu tout un tas de versants réglementaires qui ont été mis en place, qui ont été très très mal perçus dans la Silicon Valley, d'autant plus que la Silicon Valley commençait à se faire taper dessus et sur les doigts par l'Union européenne, avec tout un tas de sanctions et d'amendes à payer. On va revenir sur l'Union européenne, bien sûr. Ophélie Coelho, c'est le Covid, donc les restrictions de liberté, donc ce point de bascule dont parlait Olivier Alexandre. Oui, disons que ça accentue évidemment les choses. Après, voilà, je pense qu'on a aussi en effet des évolutions qui sont technologiques, et puis aussi des prises de conscience de l'importance de ces outils et de ces médias sociaux sur les sociétés, avec des tentatives de gérer cela en fait, de gérer en fait la diffusion de fausses informations et l'instrumentalisation de ces outils pour des raisons politiques. Le problème là, c'est qu'on ne va pas répondre en fait probablement à la question, puisqu'on voit bien que les community notes, donc le principe justement de modération par l'utilisateur, peut être facilement instrumentalisé. On l'a constaté très récemment. C'est ce qui va remplacer la modération dont on parlait juste avant. Donc voilà, les notes de la communauté, c'est-à-dire chacun peut en quelque sorte annoter une publication en disant... Inspiré de Twitter X. Voilà. Ah, absolument. De Twitter d'ailleurs au départ, parce que c'était 2021, on dit toujours que c'est Musk qui a mis ça en place, mais non, c'était déjà présent en fait chez Twitter avec une version plutôt pilote aux États-Unis qui est devenue internationale progressivement. Mais voilà, et c'est vrai qu'on constate du coup les conséquences que au contraire ça va plutôt accentuer l'instrumentalisation par la masse. Voilà. Donc on se retrouve en fait face à cette situation-là, et je pense que c'est la prise de conscience aussi des États et des sociétés qui fait que derrière, il y a ce conflit aujourd'hui entre, d'un côté, des entreprises de la tech qui veulent cette liberté, mais c'est pas forcément la liberté d'expression, c'est la liberté d'entreprendre. Et donc la dérégulation de manière générale. Et de l'autre côté, des États et des sociétés, des peuples qui essayent de réagir et de se protéger en fait. Alors justement, on a un peu l'impression que c'est les États-Unis contre le reste du monde. Ophélie Coelho, sur cette question-là, on viendra sur le cas européen dans la deuxième partie de cette discussion. Mais voilà, à ce moment-là, les États-Unis sont dans ce domaine-là de la technologie en avance, très puissants, et veulent le rester. Oui, très très largement. On parle toujours de la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis, mais les États-Unis sont en fait toujours leaders, je veux dire, sur le secteur, et c'est pas prêt de changer, en fait. Et la situation géopolitique actuelle, avec la dépendance de l'Europe très forte à l'OTAN d'une part, mais aussi, on peut parler du GNL, du gaz naturel liquéfié aux États-Unis, et puis de base, les dépendances technologiques, que ce soit au niveau infrastructurel et logiciel. Depuis une vingtaine d'années, voilà, il y a une expansion technologique de ces grands acteurs du numérique américain, parfois qu'on ne connaît pas forcément. C'est pas que les GAFAM dont on parle. Ça va être aussi Digital Realty, ça va être Equinix, ça va être aussi les fournisseurs de dorsales Internet comme Lumen ou Cogent, dont on parle
pas dans le grand public. Et puis les nouveaux acteurs aussi de l'intelligence artificielle, j'imagine que sur cette question-là. Oui, voilà. Alors après, pour moi, c'est juste je me permets d'agir là-dessus. Par exemple, OpenAI, aujourd'hui, justement, ChatGPT, c'est Microsoft derrière. Donc, en fait, on a quand même une répartition, grosso modo, du pouvoir qui reste souvent vers les mêmes acteurs. Pour conclure, Olivier Alexandre. Ouais, je nuancerai un tout petit peu avec la relation Chine et États-Unis. C'est vraiment au cœur des préoccupations de l'industrie des nouvelles technologies. Ils voient monter la Chine avec des niveaux de performance qui sont très élevés sur l'IA, sur les robots humanoïdes, sur les véhicules électriques à des coûts beaucoup plus bas. Et par ailleurs, il y a toujours le fantôme de Taïwan qui vient hanter les relations entre ces deux pays. Donc les patrons de la tech attendent de Donald Trump qu'il leur donne évidemment la meilleure situation possible pour se mettre en concurrence, en tout cas, et gagner cette concurrence. Ils veulent un homme fort, avec une ligne claire, qui dirigerait les États-Unis à la manière d'un entrepreneur. On va poursuivre cette discussion sur le rôle de ces patrons de la tech. A-t-elle d'ailleurs basculé totalement à droite, au point qu'Elon Musk ne se cache même plus de s'ingérer dans la campagne électorale en Allemagne? On y reviendra dans quelques minutes. Que doit faire l'Europe? Comment réagir et se protéger? On va retrouver nos invités juste après le journal de 8h. Nous poursuivons notre discussion sur les patrons de la Silicon Valley qui ont pris le parti de Donald Trump à quelques jours de son investiture. Nous sommes toujours avec Ophélie Coelho, chercheuse indépendante spécialiste en géopolitique du numérique, et avec le sociologue chercheur au CNRS Olivier Alexandre. Nous parlions du rôle des patrons de la tech américaine dans ce second mandat qui débute le 20 janvier prochain. Il y en a un qui a décidé clairement de jouer un rôle aussi dans la politique européenne, et c'est donc Elon Musk. Welcome to Conversation with Alice Beadle. Who is, I believe, currently the leading candidate to run Germany, I think, most popular in the polls. Okay. Thank you very much, Elon, for having me and to give this opportunity to openly speak about different matters. Let me can you hear me? I can, yes. Perfect. 75 minutes en direct sur X, dialogue entre Elon Musk donc et Alice Weidel, le milliardaire d'un côté, et la dirigeante de l'AfD, l'extrême droite allemande. 75 minutes durant lesquelles ils ont refait l'histoire. Hitler était communiste, ils ont parlé des effets secondaires considérables des vaccins, bien sûr. Peu de contradictions entre eux, les médias sont hostiles à la liberté d'opinion. Ils ont aussi dénoncé, sans grande surprise, la bureaucratie et un État obèse. Qui veut réagir d'abord sur cette discussion assez hallucinante, presque lunaire, Olivier Alexandre? Effectivement. Ils ne sont pas dans la même pièce, ils sont évidemment à distance, ils dialoguent sur Twitter, sur X. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que Elon Musk est un personnage aussi fascinant que déroutant et déstabilisant maintenant pour l'Union européenne, que autant je pense qu'il faut savoir rendre hommage à son talent dans tout un tas de domaines, notamment ceux de la science physique, autant il faut être quand même extrêmement mesuré pour dire le moins dès qu'il ouvre la bouche pour parler de politique, d'histoire, d'anthropologie, autant de disciplines qu'il ne connaît pas, dont d'ailleurs il ne sait pas faire grand-chose. Et de ce point de vue-là, hier, il a montré quand même un sens de l'histoire extrêmement problématique. Je pense que s'il était au lycée, il serait parti avec un bon 0 chez lui. Et effectivement, il y a eu tout un tas de contre-vérités qui ont été annoncées, mais c'est même pas des contre-vérités, c'est des vérités à l'envers. Donc Hitler communiste, l'AfD présenté comme un parti libertarien. Ce qui est, quand on connaît l'histoire du libertarianisme, est quand même assez hallucinant. Et alors effectivement, il faudrait essayer de saisir les raisons de cette coalition. Faut pas oublier que Weidel, c'est un personnage qui en fait est assez représentatif d'une certaine élite. Elle a vécu en Chine, elle a fait sa carrière dans la finance, et effectivement, elle illustre assez bien cette nouvelle alliance qui est en train de germer entre des élites qui prétendent défendre la population, alors même qu'ils sont en train de les desservir. Je crois que c'est ça le grand malentendu qui est en train de se mettre en place dans tout un tas de démocraties. Je rappelle le contexte, élection anticipée en Allemagne le 23 février prochain, et Weidel se présente effectivement à la chancellerie pour l'AfD. Ophélie Coelho, est-ce qu'on est sur une convergence d'opinion et du coup de but? Est-ce que Elon Musk, très clairement, veut pousser l'AfD au pouvoir en Allemagne?
Alors oui, je pense que quand même, on est dans la même veine idéologique, évidemment, et politique. Maintenant, je pense qu'aussi, il a tout intérêt à diviser pour mieux régner en Europe. C'est-à-dire que, quelque part, en faisant ça, son objectif aussi, c'est de fragmenter l'unité européenne, en tout cas ce qui existe de l'unité européenne. Et parce qu'en fait, il n'y a rien de plus simple, en effet, pour régner que de diviser en Europe, notamment sur la régulation ensuite. Donc, en fait, quelque part, il se fait des amis aussi pour la suite, pour pouvoir imposer ses règles. Je reviens juste sur une petite chose, sur le fait qu'on présente souvent Elon Musk comme un génie scientifique. Voilà, j'aime toujours rappeler que derrière, en fait, les vrais créateurs, les vrais scientifiques, les vrais ingénieurs, ce sont ceux qui travaillent pour lui, en réalité. Donc, ce qu'il a, en fait, Elon Musk, c'est surtout qu'il a l'argent de les rémunérer et de les amener dans ses entreprises avant toute chose. Voilà. Vous voulez répondre, Olivier, sur cette... Non, mais je pense, moi, ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est d'être juste. Et de fait, Elon Musk a une réussite quand même entrepreneuriale, qui est technique, à la fois dans le domaine technique, parce que c'est des domaines qu'il a attaqués, qui n'est pas toujours facile quand même à attaquer, qu'il a eu des vraies réussites sur ce plan-là, et que par ailleurs, c'est un entrepreneur remarquable, avec quand même un track, comme on dit aux États-Unis, qui est assez hallucinant de mérite. Maintenant, Elon Musk est aussi une figure extrêmement controversée pour dire le moins, et il est jamais aussi fort, d'une certaine façon jamais aussi dangereux que quand il a des ennemis, et il sait particulièrement se donner des ennemis. Alors parmi ses ennemis, il s'en est pris, puisqu'on parlait de la division de l'Union européenne et de l'Europe en particulier, il s'en est pris au Premier ministre britannique récemment. Il fait réagir aussi beaucoup le président français qui, de son côté, a parlé d'une nouvelle internationale réactionnaire sans citer Elon Musk. Est-ce que l'Europe, qui reste pour l'instant assez silencieuse et sur les annonces dont on a parlé de Mark Zuckerberg il y a quelques instants et sur cette ingérence d'Elon Musk dans les différents pays européens, est-ce que l'Europe va réagir et comment l'Europe peut réagir? Qu'est-ce qu'elle doit faire d'abord selon vous, Ophélie Coelho? L'Europe doit réagir, mais est-ce qu'elle va le faire? Ça, c'est une grande question. On est dans un contexte géopolitique très complexe. Comme j'expliquais tout à l'heure, on a de fortes dépendances vis-à-vis de l'allié américain, qui fait qu'il est fort peu probable que, à la fois en termes de régulation et au niveau européen et national, qu'il y ait une réaction en fait à l'encontre à la fois vraiment de X et de manière plus globale sur les décisions américaines, la politique américaine. Bon, dépendance à l'OTAN, dépendance énergétique, dépendance technologique. Donc c'est très compliqué pour l'Europe aujourd'hui de se positionner, mais en réalité, c'est ce qu'il faudrait qu'elle fasse parce qu'elle n'a pas d'autre issue, en fait. Justement, à force d'être si dépendante sur des secteurs essentiels à la société, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'a plus vraiment de souveraineté, bon, certes technologique, mais aussi de souveraineté politique. C'est ça qui est en question derrière. Et après, on peut aussi le faire à d'autres niveaux que les États. Je parlais tout à l'heure de la presse. Je pense que les médias ont un rôle essentiel à jouer aujourd'hui, de remise en question, de choix différents de canaux de diffusion, effectivement, de sortir de X. On voit aujourd'hui une exode et c'est très bien. Et c'est aussi très bien d'amener l'audience vers d'autres canaux de diffusion tels que Blue Sky, Mastodon. Je sais que c'est plus difficile pour les médias, mais Blue Sky peut être le nouveau Twitter d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Ça paraît presque trop simple de se dire la seule réaction qu'on peut faire, c'est de quitter ces réseaux sociaux. Olivier Alexandre, il y a un vaste appel à quitter X pour le 20 juin, jour de l'investiture. Des hommes, des femmes politiques, des gouvernements, des universités, en Allemagne notamment, des médias réfléchissent à quitter. Est-ce que ça suffit comme réaction? Je crois qu'il ne faut pas oublier l'origine de l'Union européenne. L'origine de l'Union européenne, c'est arrêter de faire la guerre sur le continent européen. La guerre est revenue. Elle est revenue sur le continent européen, elle est revenue dans le monde. Et l'Europe est pas forcément armée pour ça, parce que comme nous l'expliquait Jürgen Habermas, la seule chose que sait faire et que peut faire la Fédération européenne, c'est créer des lois. Du coup, on lui fait souvent ce procès de ne pas être assez innovante, de ne pas assez avoir d'unité politique. Mais c'est une création très très récente, l'Union européenne, face aux États-Unis, qui est elle-même un pays très récent, du point de vue de l'histoire, si on compare par exemple à la Chine qui est millénaire. Et sans compter qu'effectivement, y a des vrais facteurs d'inquiétude et de division dans l'Union européenne, qui est un continent riche mais vieillissant, qui est un continent extrêmement divisé. Il y a plus de 3000 langues, il y a 30 ou 40 pays qui la forment. Et de l'autre côté,
côté américain, ils ne vont avoir de cesse durant les 4 prochaines années de jouer sur nos divisions. Elon Musk, il a des intérêts très concrets en Suède, en Allemagne, avec des usines, et il va jouer de ces leviers-là. Et Donald Trump ne fait que ça. Il n'a fait que ça tout au long de sa carrière et il ne va ne faire que ça tout au long des 4 prochaines années. Donc on attend une prise de parole, en tout cas, ou des décisions politiques de l'Union européenne et des pays européens. Vous disiez créer des lois. On peut aussi dire que l'Europe n'a pas rien fait face à ces géants de la tech. Elle a réglementé, elle s'est protégée. Alors on ne va pas citer tous les sigles et rentrer dans les détails. RGPD, DSA, IA Act. Enfin, voilà, il y a des choses. Et c'est notamment cela aussi qui dérange. Ah oui, mais bien sûr. Le problème, c'est que l'Union européenne, elle est devenue une sorte de filet de tennis réglementaire entre les États-Unis et la Chine. Alors, c'est ce qu'on lui critique, c'est en même temps sa force. Est-ce qu'elle peut faire autre chose ? Elle a essayé de faire autre chose sur le plan de l'innovation. Le seul problème, c'est que l'innovation, ça marche pas du tout comme ça. Si la Chine et les États-Unis sont supérieurs dans ce domaine-là, c'est parce que ils correspondent à l'unité de l'Union européenne, sauf qu'ils ont une homogénéité linguistique, ils ont l'homogénéité du marché et ils ont une homogénéité culturelle et une tradition d'organisation des marchés vers l'exportation, qui date pas d'hier. En plus, ce que n'a pas l'Union européenne. L'Union européenne, elle est encore aujourd'hui sur des divisions entre l'Irlande, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, pour savoir qui va avoir le supercomputer, qui va avoir l'usine Tesla, qui va pouvoir faire émerger son champion national. Ophélie Coelho. Évidemment, c'est sûr que ça fait vraiment c'est vraiment le cœur du problème aussi là-dedans, c'est qu'en effet l'organisation européenne n'est pas forcément optimale pour répondre à ces défis-là. Après, il n'y a pas que l'Europe. Si on parle de la loi australienne, par exemple, du News Media Bargaining Code, voilà la loi australienne de 2021, eux, ce qu'ils ont fait, c'est essayer justement de faire en sorte que la presse puisse être rémunérée pour les contenus utilisés par les plateformes. Donc il n'y a pas que, et il y a le Canada aussi avec le C18, donc il n'y a pas que l'Europe qui réglemente. Faut pas toujours trop aussi stigmatiser l'Europe là-dessus. Je pense en revanche qu'il faut aussi un rebond d'une manière au niveau industriel aussi. On a tous les moyens de le faire en Europe malgré tout. Donc il y a vraiment des choses à faire. Maintenant, la réglementation reste une arme évidemment essentielle pour orienter en fait, pour se défendre. Moi, je suis pas particulièrement optimiste par contre sur les prochaines années, malheureusement étant donné la situation géopolitique. Rebond industriel, très clairement, vous pensez à quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes industriels ? Ça veut dire essayer de rattraper notre retard sur ces géants américains ? Si vous voulez, dans l'histoire des sciences et des techniques, si on regarde par exemple le miracle économique japonais, c'était lié justement à des embargos américains, notamment sur les machines-outils. Et ce qu'ils avaient fait face à ces embargos, c'est qu'ils avaient tout simplement dit on va le faire chez nous. Et ça a été le début en fait du miracle économique japonais. Et la Chine a fait pareil en fait avec tous les logiciels et en termes industriels au niveau technologique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit ok, on va investir sur 35 technologies de coûts coincés, c'est-à-dire de goulots d'étranglement sur lesquels on est dépendant de l'étranger, puisque de toute façon, on nous bloque l'accès à un certain nombre de technologies. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont eu un moteur en fait d'accélération de leur industrie technologique. En Europe, on n'a pas du tout les mêmes conditions pour pouvoir le faire, évidemment. En revanche, on a des compétences historique. Je veux dire, il y a énormément de technologies qui sont nées en Europe. Je veux dire, même les langages informatiques, le langage C, le langage PHP, Skype était européen au départ. Enfin, il y a plein d'exemples en fait qu'on peut prendre où en fait c'est pas le problème après derrière, c'est l'investissement et le fait qu'on n'a pas poussé en fait ces produits-là. Et je pense que du coup, il faut repenser l'investissement. Il faut sortir des logiques de marché parce qu'il y a des fois, il y a des choses. C'est comme d'autres sujets, comme la santé par exemple ou l'éducation. Ça n'a pas vocation forcément à être rentable. Eh bien, il y a des socles technologiques qui ne devraient pas avoir vocation à être rentables puisqu'il s'agit d'une certaine manière d'un service public au bout d'un moment. Tant qu'on n'a pas de Silicon Valley à l'européenne, en quelque sorte, Olivier Alexandre, tant qu'on ne met pas les moyens, parce qu'il faut quand même rappeler aussi qu'à l'origine de ces géants de la tech américaine, il y a aussi des moyens de l'État américain, même si, évidemment, aujourd'hui, ils refusent tous ces régulations étatiques. Tant qu'on n'a pas cette Silicon Valley européenne, on ne peut pas se défendre à armes égales, en quelque sorte ?
Alors, en Europe, en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de Silicon Valley, mais qui n'ont pas d'unité. Il y en a une à Paris, il y en a une à Londres, il y en a une à Berlin, d'ailleurs, qui reprennent le nom à chaque fois de la Silicon Valley. Mais du coup, il n'y a pas les effets de levier qu'on retrouve dans la Silicon Valley, qui a un modèle quand même extrêmement brutal, extrêmement destructeur de richesse, où quelques-uns, vraiment une infime minorité, arrivent à se sortir du lot. Mais par contre, quand ils y arrivent, ils s'attaquent à un marché mondial, ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas l'équivalent dans l'Union européenne, parce qu'il y a tout un tas de problèmes de spécificités culturelles, linguistiques, de normes de marché qui sont pas complètement uniformisées. Après, on attend quand même beaucoup de choses de l'Union européenne. On lui demande d'être très active et très efficace, alors même qu'encore une fois, on essaye juste de faire la paix. On essaye juste de s'accorder. Je veux dire, c'est ce vieux rêve qui me semble quand même important. Et je laisse Ophélie qui veut Désolée. Allez-y. Non, tout simplement là-dessus, je pense que par contre, il ne faut pas oublier que derrière la Silicon Valley, il y a aussi beaucoup d'investissements de la part de l'État américain. Donc, il y a aussi cela, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus laisser uniquement, justement, les entrepreneurs, les entreprises, les technologies européennes. Voilà, il ne faut pas attendre qu'elles réussissent à émerger toutes seules. Il faut aussi un accompagnement. Et pour cela, on manque terriblement d'un chef d'orchestre qui, en fait, au lieu d'être au niveau européen, voilà, pourrait être, en fait, un chef d'orchestre ad hoc, c'est-à-dire d'aller chercher, en fait, les bons acteurs au niveau européen et de travailler ensemble, peut-être pas sur toute l'Union européenne, mais en fait sur certains acteurs qui, en effet, peuvent être 2-3 pays au départ et puis grandir. Je ferai deux remarques, une géographique et puis une historique. Géographiquement, c'est vrai que ce qui menace un petit peu les pays de l'Union européenne, c'est d'acheter c'est de courir après le modèle américain et d'acheter chinois. Et du coup, de se retrouver dans une espèce de faille économique et être incapable de produire et de réagir à tous les défis géopolitiques qui la menacent. Et puis, historiquement, la grandeur et sûrement la spécificité du modèle européen, s'il y en avait un, c'est d'avoir su réagir dans ces périodes de grands tourments du XVIIIe siècle et du XIXe siècle en mutualisant, en mettant en place des solidarités au XIXe siècle, et ça a été aussi vrai en Allemagne qu'en France et que dans d'autres pays, pour faire face à la crise des inégalités, à des périodes de grands tourments, avec des innovations technologiques, la diffusion des savoirs, mais aussi le creusement fou des inégalités. Et c'est passé par des lois assurantielles, c'est passé par des lois sur l'éducation, qui ont permis à tout le monde de bénéficier des apports des technologies. Alors à l'époque, c'était les chemins de fer ou l'automobile, mais aujourd'hui, d'une certaine façon, il y a un certain nombre de points de comparaison. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est en train d'oublier un petit peu ce passé, qu'elle est en train d'oublier un petit peu ce qui a fait, d'une certaine façon, sa grandeur et possiblement son héritage un peu universel. Et je ne suis pas en train de glorifier l'histoire de l'Union européenne, qui s'est construite quand même, notamment sur des empires, comme le sait Ophélie. Pour conclure, Ophélie Couillot, parce que vous vouliez reparler de la Chine, est-ce que, après ce que vient de dire Olivier Alexandre, est-ce que la Chine peut être un allié de l'Europe face aux États-Unis, pour être un peu provocateur? Non. Non. Le problème de la Chine aujourd'hui, c'est que effectivement, elle est dans une logique impérialiste, d'expansion technologique et d'expansion politique aussi. C'est quelque chose qu'on voit notamment beaucoup sur le continent africain, dans lequel expansion technologique sur le continent africain, dans lequel l'Europe n'est pas du tout neutre, à laquelle elle participe également via ses entreprises et multiples partenariats avec les États-Unis et la Chine. Donc en fait, il y a un peu un jeu de dupes parfois, dans lequel l'Europe est en effet un petit peu au milieu de ces accords-là. L'Europe n'a pas à choisir, à mon sens, ne devrait pas avoir à choisir entre la Chine et les États-Unis. En fait, c'est un combat dangereux, c'est un positionnement dangereux, et c'est pour cela qu'il est d'autant plus important pour l'Europe de faire levier et de choisir des nœuds en fait de mise en dépendance d'une certaine manière de ces acteurs-là pour faire négociation. C'est-à-dire si on n'a pas nous-mêmes en fait des acteurs clés pour négocier lorsqu'il s'agit de réglementer, lorsqu'il s'agit de négocier des technologies, des accords commerciaux, etc., on ne va pas s'en sortir. Donc il faut modérer les dépendances et au contraire peut-être aussi mettre en dépendance les autres.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été les invités des matins du samedi. Ophélie Coelho, autrice de Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant. C'est aux éditions de l'Atelier, paru en 2023. Olivier Alexandre, je cite également votre livre La Tech, quand la Silicon Valley refait le monde. C'était aux éditions du Seuil en 2023. Également, merci à tous les deux d'être venus. Ce matin, on va se quitter avec un extrait du dernier album de Franz Ferdinand. C'est peut-être un tout petit peu d'optimisme, quoique il vient de paraître. Il s'appelle Human Fear. Voici Night or Day.